Morning Business, le débat. Je sens qu'on va bien s'amuser, 7h12, car le gouvernement a décidé d'imposer une forme de contrôle des prix, en tout cas en demandant à la grande distribution de lui donner 5000 produits sur lesquels ils ne pourront pas augmenter les prix avant les prochaines négociations commerciales. Alors, Nicolas. Voilà une bonne idée. Alors écoutez, j'anticipe un peu ce que Jean-Marc peut imaginer. Là, je vais juste m'arrêter sur la situation présente. Ça fait déjà quelques semaines que les distributeurs, librement, ont déterminé une liste de produits librement qu'ils allaient effectivement sous pression du gouvernement encadrer, contrôler, des prix bloqués, des prix figés. Alors on nous avait donné des dates, maintenant c'est jusqu'à fin 2023. Mais là, ce qui a été annoncé dans l'accord, c'est pas Bruno Le Maire qui va publier au journal officiel une liste de 5000 produits, c'est chaque enseigne qui va déterminer ses produits. Et 5000, c'est beaucoup, hein. Oui, 5000. Mais vous allez voir qu'à l'arrivée, certaines seront à 5000, d'autres à 4000. On ne va pas commencer à pinailler, à mon avis, sur produit par produit. Donc, on n'est pas vraiment sur le traditionnel contrôle des prix tel qu'on l'entend. Généralement, le contrôle des prix, c'est la puissance publique décide, sur choix politique, que vous avez un prix minimum. Un prix minimum, ça fait que vous allez avoir des prix qui vont être très élevés, ça fait que vous allez avoir une demande qui va baisser. Un prix maximum. Oui, un prix minimum. Mais c'est l'inverse. Non, mais il y a deux solutions. Il y a le prix minimum dans les choix publics sur le contrôle des prix. Le prix minimum ou le prix maximum. Ah oui. Le livre. Voilà. Mais par exemple, minimum ou maximum. Okay. L'histoire nous enseigne exactement les effets que ça peut avoir. Je décide d'un prix minimum, je sais que je vais avoir un prix qui va être artificiellement élevé. Donc je vais avoir une demande qui va baisser et je vais avoir trop de production dans la surproduction. Je décide un prix maximum, je connais exactement le résultat, je sais que j'ai un prix qui va être artificiellement bas, donc je vais avoir une demande qui va monter. Et je vais avoir un problème d'insuffisance de production, donc de pénurie. C'est ce qui se passe en Hongrie depuis un an, sur le poulet, le lait, tout ça. Les effets sont connus. Les effets sont connus. Vous avez toujours quelqu'un qui paye un contrôle ou un blocage des prix. Soit la puissance publique par une perte de recettes de TVA, par exemple. Soit le producteur par une baisse de ses marges. Soit le consommateur quand on décide le déblocage du dispositif. Souvenez-vous, c'est Ségolène Royal qui était arrivé, j'ai bloqué les prix des autoroutes. Ah oui, au déblocage des prix des autoroutes, bam, il y a eu alors une remontée, un rattrapage incroyable. Soit la croissance par de la destruction de valeur ajoutée. Alors voilà, donc ça c'est un peu le contexte régulier d'un choix politique. Là c'est quand même pas un choix politique, c'est un petit compromis un petit peu vaseux pour éviter pour s'en sortir par le haut. Parce que le contre-argument qu'on pourrait opposer à ceux qui disent que le contrôle des prix est un échec systématique, c'est que la situation actuelle ne montre pas quand même que la liberté totale des prix et la libre concurrence parfaite conduit à une situation optimale pour le consommateur dans la situation que nous vivons aujourd'hui sur l'alimentaire. Jean-Marc, c'est la pire des idées, non? Ah oui, c'est la pire des idées. Écoutez, c'est vrai que je savais qu'on serait on a parlé de la Hongrie, c'est même plus la Hongrie de maintenant, c'est la Hongrie des années 60, c'est la Hongrie où... Raymond Barre le fait en 76, c'est pas un odieux trotskiste. Comment on sait que ça marche pas? Ça marche pas parce que, effectivement, comme le vient de le dire Nicolas, si vous bloquez le prix en général, là on est plutôt dans une phase où on bloque le prix pour éviter effectivement qu'il y ait des hausses et de l'inflation. Vous avez un phénomène de pénurie qui se met en place assez rapidement et donc si ça se généralise, si ça se multiplie, vous avez du marché noir, vous avez des queues et donc l'autorité est obligée, si elle maintient le système, de concéder de temps en temps des hausses de prix. Quelle est la période où... C'est ce qu'on a fait pour l'électricité, hein. Oui, on les a bloqués et là après on lâche et après quelle est la période où il y a eu le plus... Et l'autorité a payé l'électricité. Exactement. La différence de prix. Exactement. Vous regardez entre 1966 et 1986, qui est la période. 1966, on commence à durcir véritablement un contrôle des prix qui a été mis en place en 1946, et on l'arrête en 1986, où il y a effectivement cette loi, cette ordonnance qui affiche que les prix vont être déterminés par la concurrence. Quel était le taux d'évolution des prix en moyenne? Quel est le taux d'inflation? 8%. C'est la période où il y a le plus d'inflation dans l'après-guerre. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Et alors, ce qu'il y a dans cette affaire, il y a un triple constat. Il y a les 3 remarques du jour. La première, c'est que pour les autorités étatiques, il y a une forme de défiance vis-à-vis de la Banque centrale. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est la Banque centrale qui va lutter contre l'inflation, mais ils voient bien que les outils dont dispose la Banque centrale ne correspondent pas à la phase actuelle de hausse des prix. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une sorte d'excitation avec cette idée que de toute façon, même si c'est une mauvaise idée, l'histoire va finir par... amortir la hausse des prix et donc ils pourront dire c'était parce que c'était nous. C'était grâce à nous. C'était grâce à nous. Alors on le voit sur les produits alimentaires. Vous avez 2 indicateurs qui sont suivis notamment par l'INSEE. Vous avez le prix des œufs parce que la France est le premier producteur européen d'œufs et donc le prix de l'œuf la boîte de 6 œufs à Rungis est au même prix qu'au mois de janvier.
Alors, elle a considérablement augmenté l'année dernière et maintenant, elle est stabilisée. Ouais. Donc, le prix du blé, vous avez le prix du blé, au moment de la crise ukrainienne, de l'agression de la Russie, le prix du blé avait doublé. Maintenant, on a l'état après la récolte, on est à 220 euros la tonne. Et on est à peu près au même niveau que l'année dernière. Et on est, avec sur le marché à terme, exactement à ce niveau-là. Donc, les autorités se disent, je ne vais pas avoir à bloquer les prix pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, comme dans les années 60. Je fais ça jusqu'à l'hiver, et puis après, la situation... Ah, si ça peut apporter un gain politique, voilà. Il y a les effets, oui. Et le troisième élément, c'est que se fait dans une confusion incroyable. C'est-à-dire que on dit, alors c'est l'archétype de la position sur l'essence, c'est-à-dire il faut lutter contre le réchauffement climatique, réduire la consommation d'essence, et puis on subventionne l'essence. Sur l'électricité, on dit, écoutez, ça a coûté trop cher, tout ça, et puis on finit par lâcher, par augmenter de 10% l'électricité. Donc tout ça se fait dans une façon incohérente. Je pense que derrière tout ça, il y a l'idée que finalement, il faut serrer les fesses, ça va assez vite s'arrêter, et que la baisse des prix, sinon la stabilisation est au rendez-vous dans l'occasion des signes. Les effets pervers sont toujours là. Après, ce type de décisions sont très fréquentes en cas de situation d'urgence. Raymond Barre était un bon économiste, l'a fait en 76, on a levé 100 en 1982. C'était le grand n'importe quoi sur le gel hydroalcoolique au début du Covid. Mine de rien, ça a mis un peu d'ordre. On a quand même touché des niveaux de prix d'électricité et d'énergie hallucinants. Ça a été l'objet du bouclier tarifaire. Voilà. Il y a la science académique et puis il y a la vie de tous les jours.